Bonjour. Je vais vous faire une présentation assez rapide sur essentiellement sur un des outils qu'on utilise beaucoup chez nous à Logilab, qui est Salt. Et comment on se sert de Salt avec du Docker et avec un peu du OpenStack aussi. Comment on s'en sert et comment on s'en sert pour aller de plus en plus vers une approche où on utilise les bonnes pratiques du développement logiciel pour gérer l'infrastructure. Donc, je suis David Douard, je travaille à Logilab depuis un certain nombre d'années. Je m'occupe maintenant de l'infra à Logilab et entre autres choses des outils et de l'infrastructure. Bon, vous pouvez me retrouver sur différents canaux de communication. Donc, de quoi on va parler? Je vais vous parler de Salt. Salt, c'est un outil pour faire de la gestion de configuration, mais pas seulement. C'est justement un des objets de ma présentation, c'est de vous montrer qu'on peut faire d'autres choses avec Salt. Pourquoi je vous parle de Salt? Parce que moi je trouve que c'est un outil qui est chouette et qui mérite l'attention et qui mérite qu'on s'y intéresse et qu'on l'utilise. Je vais vous parler aussi un peu de Docker et comment on se sert de Docker pour, avec du Salt, entre autres parce que c'est à la mode. C'est pas uniquement la seule raison, mais c'est évidemment, on l'a vu avant, c'est quand même un outil qui est puissant, pratique et tout ce qu'on veut. Et OpenStack, parce que tout le monde a un OpenStack dans ses placards, enfin nous on en a un. Des fois, on regrette un peu, mais c'est comme ça. En fait, ce qu'on fait avec OpenStack, on peut le faire aussi bien avec EC2 ou n'importe quel provider de cloud. L'idée, c'est d'utiliser du cloud comme du Docker, comme autre chose, pour exécuter ces applications, ces environnements de prod et tout ça. Quand je vous dis que Salt c'est chouette, c'est parce que avec Salt on a la possibilité de taper des commandes comme ça, c'est-à-dire que je suis sur une machine qui est un master, on a un centre de contrôle avec Salt en général, c'est pas la seule façon de s'en servir, mais souvent c'est le cas, qui est le Salt Master, et on dit en une commande sur toutes mes machines, étoile, là je signifie que je fais une commande Salt, je dis que je veux appliquer cette commande à toutes mes machines de mon infra, et je veux vérifier si test égale true, je ne le fais pas, je fais juste vérifier est-ce que toutes mes machines de mon infra sont en conformité par rapport à la description que j'en avais faite dans mon système de gestion de configuration centralisée. Ça va me donner des tas de résultats, je ne les ai pas mis parce que ça ne tient pas. Et si je suis content avec ce que ça m'a montré, je peux demander l'application de la mise en conformité. Donc en une commande, Salt, là, je peux mettre à jour des dizaines, des centaines, voire des dizaines de milliers de machines à partir d'un seul Salt Master. Ça tient assez bien la charge. Je peux faire aussi, donc là, c'est faire de la gestion de configuration centralisée en mode push. Je suis sur un master et je demande l'application de ma configuration sur des machines. Sans avoir à installer un outil comme mCollective quand on a l'habitude de faire du Puppet ou ce genre de choses. C'est-à-dire que dans Salt, par défaut, on peut faire de la gestion de configuration en mode push. Depuis le master, je demande à toutes mes machines de se mettre en conformité. On peut faire de la gestion de commandes d'une manière plus générale, c'est-à-dire que quand j'écris mon Salt étoile, là j'ai utilisé un module de commande particulier qui est le iState, mets-toi en conformité, mais il y en a plein d'autres. Je peux demander à mon système de packaging de se mettre à jour et de me faire la liste des paquets qui doivent être mis à jour. Et donc ça va s'appliquer que la machine, ce soit du Debian, du SUSE, du Red Hat, whatever. Et je peux lui demander de mettre à jour tous les paquets qui ont des versions qui sont prêtes à être mises à jour. Donc là, on est en mode push. Je fais de la gestion de configuration, je fais de la commande à distance. Là aussi, j'envoie des commandes à plein de machines en parallèle à distance. Mais aussi, je peux faire en mode pull, c'est-à-dire sur une machine. Là, je ne suis plus sur le master, je suis sur une machine. Je demande à mon Salt, mon démon Salt local, d'appliquer la mise en conformité, mais depuis la machine. Donc là, on a une approche, on est sur la machine et on demande à cette machine de se mettre en conformité. Pareil, test égale true si on veut vérifier que ça se fait ou que ça ne se fait pas. On peut demander aussi avec Salt des choses comme je veux interroger toutes les machines qui ont un rôle Apache, qui ont un Apache installé, et toutes les machines qui ont un rôle Apache, donc cibler des machines par nom de domaine ou par un certain nombre de critères, de tags, En fait, je fais ce que je veux sur ma manière d'organiser la structure de mes machines. Je peux demander à interroger toutes les machines qui sont en Debian 8, je peux demander à interroger toutes les machines qui sont en Debian tout court, ce genre de choses.
Et là, je demande la liste de tous mes vhosts Apache. Et donc, en une commande, je peux avoir la liste de tous mes vhosts Apache et sur quelle machine ils se trouvent de toute mon infra. Donc, quand on est sur une petite infra, en général, cette information, on la connaît. Quand ça commence à être plus gros, il arrive parfois qu'on ne sache pas très bien que si tel service il est hébergé sur telle machine ou telle autre. C'est d'autant plus vrai que la virtualisation et la containerisation multiplient les choix possibles et ce genre de choses. En quelques mots, le pitch de Salt tel qu'il apparaît ou apparaissait, je ne sais pas si c'est encore vrai sur le site de SaltStack, c'est un outil logiciel qui est rapide, qui est scalable, qui est flexible pour faire de l'automatisation sur les data centers. Donc en quelques mots, Salt, c'est quoi? C'est avant tout un moteur pour faire de l'exécution à distance, asynchrone, qui plus est. On envoie une commande depuis le master, et cette commande, c'est de dire à des machines d'exécuter des commandes, des modules d'exécution. Et sur la base de ce moteur d'exécution à distance, qui est très rapide, qui est très efficace, a été construite une pile de gestion de configuration centralisée. Parce que faire de la gestion de configuration, c'est fondamentalement exécuter des commandes dans le bon ordre et réagir au fait que la précédente commande, elle a fait ci ou elle a fait ça. À partir du moment où on sait le faire de manière efficace avec un moteur d'exécution asynchrone, faire la gestion de configuration devient nettement plus facile. C'est un grand mot facile, mais enfin en tout cas, ça c'est vraiment dans l'histoire de Salt, c'est comme ça que ça s'est fait. Salt, c'est d'abord le premier truc qui a été fait dans Salt par Thomas Hatch, le créateur de Salt, c'est un moteur d'exécution à distance. Au départ, il pensait utiliser Puppet pour faire la gestion de configuration. Et au final, il n'était pas très satisfait de Puppet et il s'est dit qu'avec l'outil qu'il avait commencé à créer, en fait, faire la gestion de configuration, ce n'était pas bien compliqué. Donc c'est ce qu'ils ont fait. On peut faire du développement d'infrastructures, de la gestion de machines virtuelles, la gestion de machines dans le cloud, la gestion de conteneurs. On peut faire tous ces trucs-là à partir de Salt. On peut même faire de la supervision et du monitoring à partir de Salt. À partir du moment où on a ce moteur d'exécution à distance, un démon comme le démon Munin ou un démon NRPE sur les machines ne deviennent pas vraiment utiles. On peut utiliser Salt pour demander ces mêmes informations et les renvoyer au format que comprend Munin ou que comprend Nagios. En gros, c'est une boîte à outils pour gérer son infrastructure. Salt, c'est du logiciel libre. C'est vraiment du logiciel libre depuis le début. Ce n'est pas de l'open core comme on a pu le voir sur d'autres trucs. Même si ça a pas mal changé récemment, cette façon cette attitude d'un certain nombre d'outils concurrents vis-à-vis du logiciel libre. C'est rapide, c'est très rapide. C'est rapide entre autres parce que ça s'appuie sur une socket pub sub ZMQ pour ce qui est de l'envoi des commandes. ZMQ, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une socket on steroids, comme il le disait. C'est une bibliothèque pour écrire des sockets réseau qui est vachement élégante, qui est vachement puissante. Quand on commence à arriver sur les dark corners de ZMQ, parfois ça devient compliqué à gérer. Et du coup, ce genre de choses, quand on a des grosses infras, potentiellement, on commence à les sentir dans Salt à cause du ZMQ. Du coup, ils sont en train d'implémenter d'autres back-ends, d'autres supports, d'autres couches de transport que ZMQ. Il y en a une qui s'appelle RAID, qui s'appuie sur des sockets UDP et non plus TCP, donc qui sont stateless, ce qui peut avoir un certain nombre d'intérêts. Il y en a une autre encore. C'est écrit en Python. C'est assez récent, donc ça commence à plus être très récent, mais c'est encore assez récent par rapport aux principaux concurrents. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est que ça manque parfois un peu de maturité, encore aujourd'hui. Globalement, c'est plutôt bien packagé maintenant. La communauté est très active et un des énormes avantages, c'est que c'est extrêmement flexible, extrêmement extensible et c'est très facile de rajouter ses propres modules et ses propres trucs dans Salt et de les déployer. Et même, ça supporte Windows. Donc, quand on dit qu'on fait de l'exécution à distance, bon, en fait, je vous ai déjà plus ou moins montré ça, mais on a une commande Salt. Le premier argument, c'est le targeting, à qui on veut parler. Et ensuite, c'est le module d'exécution, qui est un truc en fait écrit en Python. On exécute une fonction qui est écrite en Python. La fonction, elle s'appelle getIdleActivation du module GNOME. Là, on demande si l'utilisateur machin, sur tous les desktops, il a bien activé son screensaver. On veut s'assurer que toutes les machines,
l'utilisateur, sur toutes les machines de notre parc, le screensaver est activé pour éviter d'avoir des gens qui partent prendre leur café avec leur machine qui reste accessible, qui est un vrai trou de sécurité dans les boîtes. Ou alors, on veut installer, on a vu la gestion de configuration, mais là, on veut faire un truc vraiment rapide où on veut s'assurer que la libSSL à jour est installée sur toutes les machines et avec un check restart, on vérifie est-ce qu'il y a des démons qui doivent être démarrés. Check restart, c'est un petit outil Debian en l'occurrence, qui vérifie si j'ai des démons qui tournent encore et qui utilisent une librairie qui a été remplacée depuis. En l'occurrence, la libSSL ici. On peut faire de la configuration, donc on a vu on peut faire de l'exécution à distance. La gestion de configuration, c'est du YAML, c'est très proche de ce qu'on va trouver dans du Ansible, la façon de décrire sa configuration dans Salt. On a le nom d'un état et puis ce qu'on veut faire de cet état, et on veut s'assurer que le paquet NTP soit installé, que le démon NTP soit en train de tourner. Le nom du démon c'est NTPD, c'est pas le même nom que le paquet. Et on veut que le démon soit redémarré si le fichier de configuration est modifié. Le fichier de configuration lui-même, il est déployé par Salt. Et il vient du serveur Saltmaster. Donc pour faire un petit panneau de ce qu'on va trouver comme genre d'architecture quand on déploie du Salt, en général, on a un Saltmaster, on peut en avoir plusieurs si on ne veut pas de SPOF, depuis assez récemment. Si on ne veut pas installer de Salt Mignon sur des machines, on peut faire du Salt SSH, donc piloter des machines par SSH, mais ce n'est pas recommandé parce que si vraiment on n'a pas le choix, c'est ce qu'il faut faire, mais en fait, ça marche quand même nettement moins bien. LSSH, ça a un coût non négligeable. Et puis, on a tous nos mignons qu'on va piloter à partir de Salt. Et puis, toutes les commandes qu'on envoie à nos mignons, on peut demander à Salt de les renvoyer non pas au master dans le terminal de celui qui a tapé la commande, mais dans des returners, avec des returners, dans des silos de données, que ce soit des bases de données, du Redis, ce qu'on veut, qui vont permettre d'enregistrer le résultat des exécutions qu'on a faites. Et on a la notion aussi de Salt Syndic, qui est un nœud qui sert à la fois de master et de mignon. C'est un mignon parce qu'il est géré par ce master-là, mais il sert de master local pour toute une sous-partie de l'architecture, de l'infrastructure. Et si vraiment on veut fonctionner en mode « j'ai pas de master du tout », on a la possibilité de faire du déploiement, ce qu'on appelle masterless. Donc là, on va se rapprocher d'un mode de fonctionnement où on n'a pas besoin d'avoir un master, on a une machine, on met les fichiers de configuration qui décrivent l'état de la machine et on demande à Salt de mettre la machine en conformité, mais tout tient sur une seule machine. On n'a pas de démon, on n'a pas de serveur, on n'a pas de client, on n'a pas tout ça. On a aussi, donc, avec Salt, la possibilité d'utiliser l'outil qui s'appelle Salt Cloud, qui va nous permettre de piloter des providers, des fournisseurs d'infrastructures élastiques, d'infrastructures à la demande, de tout ce qu'on veut, enfin bref, du Amazon, du OpenStack et ce genre de choses, que ce soit des clouds publics ou privés, il y a un certain nombre qui sont supportés. Donc avec Salt Cloud, on va définir des providers dans des fichiers de configuration, donc Amazon et OpenStack et Rackspace et tous ces machins-là. On va définir des profils des types de machines pour chacun de ces providers, dit Tiny, enfin, ce genre de choses. Et à partir du moment où on a fait ça, on va pouvoir dire à Salt Cloud, pour les machines de type Jessie Icehouse, donc ça c'est des machines Jessie qui sont sur mon OpenStack interne, le JLab en l'occurrence, je veux démarrer 5 machines qui s'appellent Web 1, Web 2, Debian, App 1 et App 2. Là je peux dire en fait finalement je veux les supprimer ces deux machines. Je peux faire un -q, c'est pour interroger l'état de ces machines, l'état de mes clusters, de tous mes clusters, de tous mes clouds. Et quand on va faire ce genre de commande, démarre-moi des nouvelles machines, ce que va faire Salt Cloud, c'est démarrer la VM sur la plateforme qu'on a choisie, provisionner un Salt Mignon dessus. Donc l'image qu'on va démarrer, elle n'a pas besoin d'être préparée, une image de base, ça fonctionne. Et accepter la clé, parce que quand il y a un mécanisme de chiffrement de tous les transferts, il faut que la clé du master soit connue du mignon et la clé du mignon soit acceptée sur le master avant de pouvoir faire des choses. Et une fois qu'on a accepté la clé, il lance automatiquement la mise en conformité. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut demander à Salt Cloud de lancer la mise en conformité, c'est-à-dire installer et déployer les logiciels et les faire marcher. On peut même en fait provisionner, quand on provisionne le mignon, aussi on peut demander à provisionner un master local, donc reproduire dans le cloud toute une infrastructure Salt avec son master et puis ses couches entières qu'on est en train de tester.
Donc on a vu qu'avec Salt, on pouvait piloter son infra, on pouvait piloter du cloud, démarrer des machines dans le cloud, les provisionner, les installer, les faire tourner, vérifier leur état, ce genre de choses. Et puis aussi, on peut donc piloter ces conteneurs Docker. Dans Salt, on a un module d'exécution. Tout dans Salt passe par des modules d'exécution, mais on a un module d'exécution qui s'appelle Docker, enfin Docker NG, il y en a deux, il y a le New Generation et il y a l'ancien. Et donc, si on demande à la machine, ici c'est notre machine principale Docker à Logilab, quels sont les Docker qui tournent, je vais faire un dockerng.ps. Donc j'ai une interface Salt pour demander l'état de mes conteneurs, de mes images, de ce qui est déployé, de ce qui n'est pas déployé. Pouvoir faire un commit, enregistrer mon conteneur pour en faire une nouvelle image et ce genre de choses. Et on peut, donc là c'est pilotage de Docker et on peut décrire, donc là c'est gestion de configuration, encore une fois, décrire des fichiers de state qui disent dans mon infra, eh ben, je veux que mon image My App Container soit présente. Et la façon de la construire, c'est d'aller récupérer sa description, son Dockerfile, à cette URL-là sur un GitHub ou sur mon entrepôt privé, whatever. Et on peut dire que mon service, ici, il doit être en train de s'exécuter. Donc ça veut dire mon conteneur doit tourner. Et la description de ce conteneur, c'est l'exécution de cette application-là, de cette image-là, et en faisant des port bindings, ce genre de choses. Donc là, on a fait un fichier qui décrit un conteneur, on peut en mettre autant qu'on veut, et on dit à la fin, je veux mettre ma machine Docker en conformité, c'est-à-dire m'assurer que ce service soit provisionné et tourne correctement. Et puis du coup, on est capable de faire ce genre de choses avec, on a la possibilité de templater et les fichiers YAML peuvent être templatés en Jinja 2. Et donc de faire démarrer, si on veut démarrer sans conteneur, eh ben on fait une boucle for dans notre fichier YAML, pardon, et on démarre sans conteneur, quoi. Donc là, on a vu comment avec Salt, on pouvait construire des conteneurs, comment on pouvait demander à ce que les conteneurs s'exécutent. Et une autre partie, c'est ensuite, une fois que mes conteneurs y tournent, comment je fais pour les gérer, comment je fais pour savoir ce que je mets dedans et comment je fais pour les gérer. L'approche, ce que je mets dedans, j'utilise un Dockerfile, il fait le boulot et c'est tout. Une autre approche, c'est d'essayer d'aller vers une solution de type VM légère, donc solution qui n'est pas... Enfin, bon, c'est une possibilité et c'est ce que nous, on fait pas mal et je vais y revenir après. Dans ce genre de situation, on démarre notre conteneur et on dit dans notre conteneur, le PID1, le CMD, c'est salt mignon. Donc le process qui démarre dans mon conteneur, c'est un salt mignon et c'est lui ensuite qui va s'occuper d'installer l'application et de s'assurer que le serveur Apache, que le serveur Node.js, que l'application Node.js ou whatever tourne. Donc à ce moment-là, on utilise le salt mignon comme PID1 et on est capable de piloter notre Docker comme n'importe quelle machine de notre infra. Du coup, le principe de base, c'est le Docker qu'on démarre, c'est à partir d'une Debian, par exemple, on installe un salt mignon et on dit que le entry point de mon conteneur, c'est salt mignon en l'occurrence. On notera que j'ai bien écrit ici Docker Logilab FR. Évidemment, quand on déploie du Docker, on construit soi-même ces images. On ne va pas les chercher n'importe où. Même si ça a un peu changé récemment, c'est un peu moins le bordel, mais c'est pas raisonnable de ne pas construire ces images Docker quand on s'en sert vraiment, quoi. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on a des conteneurs qui exécutent du code et ce conteneur, de notre point de vue, ils sont comme des VM, c'est des machines, on les pilote de la même manière. Et du coup, ça nous permet, nous, à Logilab, d'arriver à ce genre de mode de fonctionnement où, alors on utilise Mercurial et pas Git à Logilab, mais ça ne change pas grand-chose ici. On a un entrepôt Mercurial avec toute la configuration de notre prod, de nos prods pour les clients, pour nos trucs internes, etc. Et puis les gens qui sont dans mon équipe, donc il y a moi, il y a Arthur qui est là-bas, et puis Julien qui n'est pas ici. On est tous les trois à intervenir sur l'infra. Tous les trois, on a la possibilité sur notre portable d'avoir une copie de l'entrepôt de toute la configuration, de lancer un salt master local et de lancer des Docker pour peu qu'ils aient le nom des machines qui tournent en prod. Quand je fais un iState sur ces machines-là, et je vais reproduire la prod
sur mon portable dans des conteneurs. Donc je vais pouvoir changer la prod, changer des choses, changer la configuration, tester sur mon portable si ce que j'ai fait ça casse pas tout, avant de faire un commit ou avant de valider un commit qui aura été fait dans la configuration de mon infra. On peut lancer aussi, à partir de mon saltmaster local, les mêmes choses, non pas dans des Docker, mais dans mon infra OpenStack. Donc là, avec des vrais VM et puis dans des conteneurs. Et du coup, ça peut être fait avec des processus d'intégration continue. Donc à chaque fois qu'on fait des commits, dans le code de la gestion de la configuration de mon infra, je peux avoir des machins qui lancent la vérification que ça ne casse pas des choses. Il faut avoir écrit des tests qui vérifient que ce qu'on n'a rien cassé, mais on est capable de faire ce genre de choses. J'avais fait un petit bout de démo. Alors moi, j'ai fait une démo, je ne suis pas aussi courageux que Jérôme, mais j'ai fait une démo enregistrée. Juste un petit exemple de ce genre de choses. Je démarre un saltmaster, et là, ouais, ça va trop vite, je suis désolé. C'est toujours difficile de savoir à quelle vitesse il faut aller. Je vérifie, au début, j'ai aucune clé qui existe sur mon Salt local. Je démarre un Docker. Alors, quand j'ai fait ça, moi, je ne connaissais pas toute la nouvelle stack réseau de Docker. Et puis, de toute façon, je suis en Docker bien trop vieux pour être capable de faire ça. Donc, j'utilise la petite astuce de rajouter une entrée dans mon etc host de mon conteneur pour dire quel est le master, en fait. Une fois que j'ai fait ça, mon Docker il tourne, je vois sa clé qui est apparue, il faut que j'accepte sa clé. Et une fois que sa clé a été acceptée sur le master, je peux lancer des commandes. Lancer des commandes, c'est par exemple faire un iState test égale true. Ça, c'est un vrai bout de config qu'on utilise chez nous pour un des proxys qu'on a dans la DMZ. Donc le test égale true, il voit qu'il me fait la liste de tout ce qui aurait été fait quand je demande la mise en conformité. Donc il y en a qui sont en failure parce que forcément, il y a des choses qui peuvent. Tant qu'il n'a pas fait la mise en conformité des étapes d'avant, ça, il ne peut pas savoir si ça va marcher ou pas, donc les états ils sont en failure. Donc une fois que je suis content, que j'ai regardé ce qui allait se passer, je peux demander la vraie mise en conformité. Donc là, c'est un peu plus long. Alors c'est un peu plus long parce que là, il faut faire un apt-get update, un apt-get upgrade, faire un apt-get install de what 1000 paquets. Donc ça prend un peu plus de temps. Enfin, apt-get parce que nous, on fait que du Debian. Hein, je suis désolé. Mais normalement, au bout d'un temps, pas trop long, il devrait finir par arriver. Voilà, donc là, on voit qu'il a fait tout un certain nombre de trucs. Donc là, dans cette config-là, j'ai demandé en gros à installer un squid et un apt-cacher ng. Donc un proxy pour les machins qui sortent et un proxy pour apt. Et donc, comment je fais pour savoir si mon truc il a bien marché? Première chose, d'abord, je demande en utilisant Salt quelle est l'adresse IP de mon conteneur. Parce que je ne connaissais pas encore, je ne peux pas utiliser toute la belle stack réseau qui est arrivée dans Docker récemment, donc il faut faire les choses à la main. Come on. Et bien alors. Très bien, j'ai fini par appuyer sur Entrée. Donc là, il m'a renvoyé quel est son IP. Et du coup, je peux demander, vérifier sur le 3128 si mon proxy Squid tourne et sur le... Oula, j'ai été trop vite. Et sur l'autre port, si mon apt-cacher tourne aussi, ça a été trop vite, mais de fait, enfin... si vous voulez retourner voir la présentation quand je l'aurai mise en ligne, vous pourrez voir que ça marche. Donc c'est juste un petit exemple pour montrer que sur mon portable, je l'ai fait vraiment sur ce portable-là, j'ai lancé un saltmaster, j'ai lancé un Docker et j'ai reproduit une machine de ma prod en l'espace de quelques secondes, minutes, quoi. Donc l'intérêt de toute cette stack, c'est le fait d'utiliser Mercurial, c'est pour nous de faire de la gestion de configuration de notre infrastructure, de la configuration de notre infrastructure. Je pense que tout le monde fait ça aujourd'hui à peu près. L'intérêt de Mercurial, c'est qu'on a des mutable change set, qui est un outil qui rocks vraiment, qui est vraiment super chouette. On a une UI qui est à peu près utilisable. Désolé, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est XKCD, mais c'est moi l'impression que ça me fait à chaque fois. Je fais du Git aussi pas mal, mais... L'autre intérêt de la partie plutôt Salt plus Docker plus et l'utilisation que je vous ai montré de faire de Salt, c'est-à-dire utiliser le Salt Minion comme PID1 dans vos Docker, c'est d'être capable de faire du déploiement en environnement mixte et en fait de faire une configuration qui soit indépendante du moteur d'exécution.
que ce soit du bare metal, du cloud, de la VM à la mode libvirt KVM faite à la main, ou du Docker. On a vraiment une approche DevOps parce que du coup les développeurs ils peuvent soumettre des patchs pour l'infrastructure, ils peuvent tester les patchs chez eux, ils peuvent reproduire l'infrastructure en quelques secondes sur leur portable ou sur leur machine dans des Docker en mode vraiment très light. On peut faire de la revue de code, on peut faire de l'intégration continue et on peut aller faire du test driven infrastructure, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de faire des tests avant de pousser leur modification d'infrastructure. Il y a quand même des difficultés avec en particulier le couplage Docker-Salt, comme je vous l'ai montré, c'est qu'il faut quand même faire attention à sa configuration. Si on ne fait pas gaffe, quand on démarre ces Docker, on va spammer l'IT avec des mails de notification de machines qui sont dans notre Docker, puisque si l'adresse mail de notification elle a été écrite en dur et pas provisionnée de manière paramétrable, on va pourrir la supervision ou les mails de notification. Ça, je ne vais pas en discuter maintenant. Et en fait, surtout, le principal problème, c'est ça. C'est que dans Docker, on ne peut pas utiliser systemd comme PID1. Et on peut pas, et on peut toujours pas. Il y a eu des gens qui ont proposé des patchs pour faire ça, et ils n'en veulent pas, et donc on ne peut toujours pas. Donc la seule solution pour faire ça, c'est soit on respecte strictement la Docker Way of Life, c'est-à-dire un Docker, un process, enfin un process, un Docker, pour faire simple. Ça ne convient pas forcément à tout le monde. Et moi, ça ne me convient pas personnellement, donc je suis assez frustré par ça. Ou alors, il faut utiliser, c'est ce que nous on fait, des outils comme SupervisorD, comme PID1, pour être capable de piloter un peu ces démons, mais ça ne marche pas super bien. Enfin, il y a quand même pas mal d'effets de bord et c'est un peu pénible. Donc une des solutions, c'est d'arrêter d'utiliser Docker pour faire ce genre de choses. Après, je ne dis pas Docker toujours. Et qu'est-ce qu'on utilise à la place? Give it a shoot. Rocket, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rocket. C'est les gens de CoreOS qui font ça, Brandon Phillips et ses copains. C'est l'implémentation d'une spec. Ce n'est pas des gens qui font des trucs dans leur coin en ne se préoccupant pas beaucoup de ce que les gens en disent. Ils ont écrit une spec et ils mettent en œuvre cette spec. La spec, elle est rock solide. Et c'est conçu pour utiliser systemd, pour s'interfacer correctement avec systemd depuis l'intérieur du conteneur, depuis l'extérieur du conteneur, depuis la machine qui héberge. On peut demander, faire des journaux CTL pour interroger ce qui se passe à l'intérieur du conteneur. Pour moi, c'est très récent de jouer vraiment avec Rocket. Donc, je ne peux pas vraiment en dire plus, mais ce que j'ai vu pour l'instant, moi, ça me plaît bien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Juste avant les questions, est-ce que Maxime et Simon sont dans la salle? Les conférenciers suivent. Voilà, je vous invite à vous installer. Comme ça, on a le temps de faire 2-3 questions pour David. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Les gens s'enfuient. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si dans les infrastructures que vous déployez sur votre portable, pour simuler une infrastructure de prod, c'est combien de machines à peu près? Vous arrivez à simuler sur un laptop? J'ai pas essayé de pousser le machin. En général, quand je fais des choses comme ça, c'est quelques machines. À chaque fois, c'est des infras avec quelques machines, parce que ce que je veux reproduire, c'est un bout de l'infra, c'est pas un cluster de HPC avec 5000 machines, quoi. Donc c'est 5-10 machines, quoi. D'accord, merci. En vrai, on peut déployer Salt sur à peu près n'importe quelle distribution. Après, pour chaque distribution, Salt va nous proposer une couche va abstraire un certain nombre de choses de la distribution sur laquelle on se trouve. Par exemple, le gestionnaire de paquets, qui est le premier truc. Pour que ça marche bien, il faut que cette couche d'abstraction pour ta distribution, elle ait été écrite. Ce n'est pas forcément le cas pour toutes les distributions. La plupart des distributions sont supportées, mais après, sinon, on peut taper juste des cmd.run et taper les commandes directement. Mais si on veut que la couche d'abstraction fonctionne, il faut évidemment avoir les modules qui font cette abstraction. Après, encore une fois, écrire des modules, c'est quelques lignes de Python, c'est hyper simple en fait. Super, merci beaucoup David.